20. Ich gebe das Wort der Kommissionspräsidentin und Berichterstatterin, Frau Gapani. Sie haben das Wort. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues, permettez-moi de vous livrer un rapport en mettant en évidence les informations prioritaires par rapport au compte 2021. Toutes les informations et les chiffres ont été mis à disposition en détail dans le tome du compte faisant office de message. Aussi, comme ce fut le cas pour l'année dernière, je vous informerai sur l'ensemble des délibérations de la Commission et les présidents des sous-commissions ne complètent plus le rapport, comme ce fut le cas par le passé. Cette procédure permet aussi de garantir la transmission des informations nécessaires, et cela avec une meilleure gestion du temps. Bien évidemment, les membres de la Commission et les présidents des sous-commissions pourront intervenir selon leur bon vouloir, et je profite de cette introduction pour les remercier, pour remercier tous les membres de la Commission et les présidents des sous-commissions. D'abord pour les échanges constructifs qu'on a eus durant les séances, mais aussi pour tout le travail effectué pour analyser les comptes 2021. Mes remerciements s'adressent également à l'administration, au secrétaire des sous-commissions et en particulier à notre secrétaire de commission, M. Leutert, qui nous a été d'un précieux soutien. Merci à vous. Passons maintenant au rapport. Je commence d'abord par résumer la procédure. La Commission a validé ses comptes après les avoir rigoureusement analysés, d'abord dans le cadre des séances de sous-commission qui se sont déroulées fin avril et début mai, et lors desquelles chaque office a été examiné dans le détail. Puis au travers d'une discussion au sein de la commission plénière les 19 et 20 mai, lors de laquelle les sous-commissions ont présenté leurs rapports dans lesquels elles ont exposé leurs principales conclusions. Pour précision, le contrôle fédéral des finances était également présent et malgré 2 réserves qui nous ont été communiquées et expliquées par l'organisation de révision au sujet d'une part de la comptabilisation avec incidence financière d'engagement dans le domaine des mesures pour cas de rigueur Covid-19 et d'autre part de la provision constituée en vue d'assurer les remboursements de l'impôt anticipé. Malgré ces réserves, le contrôle fédéral des finances recommande d'approuver les comptes. Ce qui a d'ailleurs été fait par la Commission à l'issue des discussions, puisqu'elle a décidé à l'unanimité d'approuver le compte d'État 2021. Elle les a approuvés en constatant toutefois les importants et inquiétants effets de la pandémie sur les finances fédérales. Cette décision a été précédée d'une présentation des rapports par chaque président des sous-commissions, d'échanges au sein de la Commission, et maintenant je reviens sur certains éléments importants de ces comptes. Si on prend les chiffres principaux, on a des recettes de 76 milliards et des dépenses de 88 milliards, et le budget fédéral a clôturé l'année 2021 avec un déficit de 12,2 milliards de francs. Pour rappel, c'était un déficit de 15,8 milliards en 2020 et on constate là une stagnation au niveau des dépenses et une augmentation au niveau des recettes. La normalisation de la situation face à la pandémie explique en partie cela et la reprise économique est quant à elle reflétée par l'augmentation des recettes et elle confirme que les mesures qui ont été prises et validées par ce Parlement et les dépenses pour faire face à la pandémie ont eu certains effets positifs, notamment celui de permettre une reprise aussi rapide que possible. Le déficit est toutefois plus élevé que prévu. Le Conseil fédéral l'a rappelé dans son communiqué de presse du 16 février 2022. On solde 2021 avec un déficit de 12,2 milliards, alors qu'un déficit de 6,1 milliards était prévu. Alors la faute à qui? Selon le Conseil fédéral, ce résultat est principalement à mettre sur le compte des mesures de lutte contre la pandémie qui, on le sait tous, a laissé planer une certaine instabilité ces 2 dernières années et le Parlement a eu à accepter et aura encore à accepter des dépenses de manière extraordinaire pour faire face à cette crise et encourager une reprise aussi solide que durable. Cette réalité m'amène à ouvrir une parenthèse sur la gestion des dépenses pour les mesures de lutte contre la pandémie parce que le Covid va encore nous occuper dans nos prochains débats sur la gestion de la dette.
et certains chiffres doivent être connus pour nous permettre de mesurer la situation. En 2021, ce sont des dépenses pour un total de 14,1 milliards qui ont été effectuées, dont 12,3 milliards ont été comptabilisés comme extraordinaires. Pour rappel, c'était 15 milliards en 2020, et la différence au niveau du chiffre reflète un engagement encore important de la Confédération pour lutter contre la pandémie en 2021. Si ce sont surtout des mesures pour compenser les pertes et les effets des fermetures qui avaient été prises en 2020, comme les RHT par exemple, ce sont plutôt des mesures pour soutenir et encourager la reprise qui ont été prises en 2021, et dont le coût n'est certainement pas moins important, mais les moyens sont focalisés sur des mesures différentes. Pour prendre l'exemple des RHT que je viens de citer, ils se montaient à 10,8 milliards en 2020, alors que c'était 4,3 milliards en 2021. Cela reflète bien l'évolution au niveau des demandes et l'évolution aussi au niveau de la situation sanitaire et économique. En 2021, un nouvel outil a vu le jour, c'est la mesure pour les cas de rigueur, et ça a représenté plus de 4 milliards. On perçoit la situation au travers de ces mesures, puisque 2021 a été l'année de la vaccination, des tests et de la reprise, et que le politique a accompagné ce retour vers une situation aussi normale que possible, malgré la présence toujours marquée de la pandémie. Prochainement, on va discuter du traitement de la dette Covid, et ces premiers chiffres doivent rappeler l'ampleur du besoin, bien sûr, mais aussi la nécessité d'une certaine rigueur pour s'assurer que notre pays pourra encore faire face aux crises futures avec la même solidité que face à la crise du Covid. Prenons maintenant les dépenses extraordinaires. Au total, la Confédération a consenti des dépenses extraordinaires de 14,7 et de 12,3 milliards en 2020 et 2021 pour faire face à la pandémie. Ça amène à un découvert du compte d'amortissement de 20,3 milliards à la fin 2021. À cela s'ajoutent d'autres dépenses extraordinaires budgétisées pour 2022, ce qui mènera sans doute le total du découvert du compte d'amortissement à 25-30 milliards. C'est un niveau jamais atteint jusqu'à ce jour. La prise de conscience, elle est réelle au sein de ce Parlement et personne n'ignore le défi, j'en suis convaincue. D'ailleurs, l'une de nos recommandations a été mise en œuvre en 2021, puisqu'il s'agissait d'attribuer les distributions supplémentaires octroyées par la BNS, soit 1,3 milliard, à la réduction du compte d'amortissement et donc à la réduction de la dette liée à la pandémie. À court terme, il n'est pas question de combler ce découvert par une augmentation d'impôts ou par des mesures d'économie, mais des solutions doivent être trouvées. Dans ce sens, une modification temporaire de la loi sur les finances est nécessaire et le Conseil fédéral a adopté le message pour lancer cette modification le 18 mars, avec notamment l'intention de combler le découvert au moyen d'excédents de financement structurel et dans un délai de 3 législatures, s'il ne peut pas l'être au moyen des recettes extraordinaires. À ce niveau-là, le Conseil national étant prioritaire, la Commission des finances du Conseil national a ouvert ce point avec des auditions dans le courant du printemps et nous traiterons sans doute cette modification temporaire de la loi sur les finances avant la fin de l'année. Parenthèse donc fermée sur la gestion des dépenses et sur la dette. Revenons à nos comptes 2021 et prenons d'abord un instant pour constater l'évolution des dépenses. Côté dépenses, la tendance est à la hausse, avec une augmentation de près de 0,5 milliard par rapport à l'année précédente, soit 88,3 milliards. C'est encore une fois la lutte contre la pandémie qui en est la principale cause, puisque ces dépenses particulières ont atteint 14 milliards, soit 0,9 milliards de moins qu'en 2020, et c'est 12,3 milliards de ces 14 milliards qui ont été comptabilisés comme dépenses extraordinaires. Quand on parle des mesures de lutte contre la pandémie, on pense d'abord à la prévoyance sociale, dont les RHT et les APG, c'est 6,2 milliards. À l'économie, pour 4,5 milliards, la grande partie, c'était les cas de rigueur. À la santé, pour 2 milliards, dont les tests de dépistage et les vaccins. Et à cela s'ajoutent encore les relations avec l'étranger pour 345 millions ou le trafic pour 589 millions. Pour rappel, ce sont surtout les apports au fonds d'infrastructure ferroviaire et l'indemnisation au transport régional des voyageurs qui sont concernés.
Abstraction faite des mesures de lutte contre la pandémie, les dépenses pour l'activité ordinaire de l'État ont augmenté, moins que prévu. C'est 1,4 milliard de plus par rapport à 2020, alors qu'une augmentation de 2,4 milliards était prévue. Cette augmentation de 1,4 milliard par rapport à 2020, c'est la résultante de plusieurs effets qui sont parfois aussi contradictoires. Il y a les dépenses du domaine de la prévoyance sociale qui augmentent de 741 millions en raison notamment de l'augmentation de la contribution à l'AVS qui est en lien avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires et du relèvement des rentes. Mais il y a également de l'accroissement de la part de la TVA qui revient à l'AVS pour 183 millions. Et l'AI a par ailleurs bénéficié de l'évolution positive des recettes de la TVA et c'est de 128 millions supplémentaires. Le domaine finances et impôts qui inclut les recettes de la Confédération revenant à des tiers augmente, quant à lui de 1,1 milliard de francs en raison principalement de la progression des recettes de l'impôt fédéral direct qui est reversé au canton et de la part de l'impôt anticipé qui est reversé au canton. Les dépenses liées au trafic sont également en hausse de quelques 470 millions, notamment en raison d'apports plus importants que prévu aux deux fonds, le Fonds d'infrastructure ferroviaire et le Forta. Il n'y a pas que des augmentations, il y a une dépense en moins aussi qui est particulièrement d'actualité. C'est la diminution des dépenses de 609 millions, soit 7,5% de moins qu'en 2020 pour la formation et la recherche, en raison principalement de la non-association de la Suisse au programme Horizon Europe. Une part du montant seulement a été sollicitée pour financer des mesures transitoires vers la fin de l'année. Et pour rappel, on avait budgétisé 8,2 milliards pour 2021, on avait dépensé 8,1 milliards en 2020 et on se situe à 7,5 milliards réellement dépensés en 2021. Enfin, les autres domaines qui sont la sécurité, les relations avec l'étranger ou l'agriculture demeurent relativement stables entre le compte 2021 et le compte 2020 et le compte 2021. Et on prend encore le chapitre du personnel qui vous est aussi rapporté chaque année. C'est une hausse des rétributions du personnel et des cotisations de l'employeur de 87 millions par rapport à 2020. Ça fait une augmentation de 1,5%. Et c'est une hausse qui est surtout imputable à une augmentation pour le département de l'Intérieur de 16,2 millions, pour le département de la Défense de 15,8 millions et le département de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports pour 11,9 millions. L'augmentation des ressources nécessaires au niveau du DFI et au DDPS a été principalement expliquée par la pandémie. Ce n'est pas le cas au niveau du DTEC. Là, les postes supplémentaires ont été requis, en particulier par l'Office fédéral des routes, notamment pour la mise en œuvre du nouvel arrêté sur le réseau et par l'Office fédéral de l'énergie en raison d'une charge de travail élevée et d'internalisation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'exécution. Un autre département a été concerné par ces besoins supplémentaires, c'est le département des affaires étrangères. C'est notamment 9 millions de plus pour le recrutement de nouveaux membres des services de carrière et pour les travaux préparatoires concernant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sans oublier FEDPOL qui a eu besoin de 5 millions supplémentaires, notamment pour le développement du système d'information Schengen. Je ne reviens pas sur toutes les augmentations, mais la numérisation ayant été fortement discutée dans certaines sous-commissions, je précise encore ici l'augmentation de 2,4 millions pour la mise sur pied et l'intégration du Centre national pour la cybersécurité et de 2,1 millions pour assurer la réalisation de la transformation numérique au sein du ministère public de la Confédération. Par rapport à la numérisation, c'est bien sûr une belle opportunité, c'est aussi un défi dans la mise en œuvre pour les différents départements et on peut le constater au fil des ans. La transition exige parfois des ressources importantes en termes de temps et des ressources financières aussi. Et sur cette transition, un regard de plus en plus rapproché est porté de la part des parlementaires. Et pour vous donner un exemple, la sous-commission 1, notamment en charge des tribunaux, va consacrer une séance de sous-commission sur cette thématique précisément. Je termine ce poste ressources humaines avec l'évolution des effectifs. À fin 2021, l'administration fédérale comptait 37 972 équivalents plein temps. L'augmentation de 283 équivalents plein temps par rapport à 2020 concerne quasiment tous les départements,
sauf le département fédéral des finances qui affiche un recul de 47 équivalents plein temps, un recul dû à la diminution des besoins de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, aussi dû à la dissolution de l'unité de pilotage informatique de la Confédération qui a été transformée et dont les postes ont été transférés vers la chancellerie et l'Office fédéral de l'information et de la télécommunication. Des dépenses, passons aux recettes. Côté recettes, c'est beaucoup mieux que l'année précédente, puisqu'on a 1,4 milliard de plus du côté de la TVA, 1,2 milliard de plus du côté de l'impôt fédéral direct, et la somme au titre de distribution de la BNS à la Confédération a augmenté de 700 millions. Toutes ces hausses ont été contrebalancées par des recettes inférieures à ce qui était espéré du côté de l'impôt anticipé, inférieur de 0,3 milliard. Ces résultats positifs au niveau des recettes sont un bon signal à ce stade et c'est encourageant de voir ce reflet positif de la reprise économique, et plus qu'un reflet d'ailleurs, puisque cette tendance est confirmée par l'évolution du PIB. En 2020, il y a eu un effondrement du PIB de moins 2,6%, à mettre sur le compte de la pandémie, mais surtout des mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie. On se souvient de tous les acteurs économiques qui ont connu des restrictions ou carrément des interdictions de rester ouverts. Il y avait les restaurants, les commerces, les expositions, des spectacles, des événements sportifs ou culturels annulés. Bref, on se souvient de cette réalité et cette réduction du PIB en 2020 était attendue. La reprise a toutefois été forte. Et c'est réjouissant pour l'année 2021, puisque le PIB a augmenté de 3,6%, ce qui est supérieur à la moyenne et ce qui est attribué à la consommation qui a fortement repris, tout comme au commerce extérieur. C'est d'autant plus surprenant qu'intuitivement, les prévisions ne pouvaient pas être optimistes. On a connaissance des difficultés d'approvisionnement, de la hausse des prix de l'énergie et de certaines matières premières. On sait que ça impacte directement le porte-monnaie des Suisses et des Suisses, et c'est plus de 0,6% d'augmentation au niveau des prix dans notre pays par rapport à 2020. On peut donc en conclure à court terme et dans un premier temps que cette augmentation au niveau des prix n'a pas encore d'effet sur la demande, mais cela mérite une attention toute particulière, voire une certaine prudence. Faisons encore un tour maintenant du côté de la dette brute, soit la totalité des engagements courants et les engagements financiers à court et à long terme. Alors on parle d'une part des engagements envers les contribuables et les cantons, et d'autre part des titres et des créances de la Confédération. Alors bien sûr, la pandémie a fortement influencé les chiffres que je vais donner ici, et si les montants dépensés sont importants, on peut saluer les mesures qui visaient à consolider et à faciliter la reprise économique. Pour couvrir ses besoins en financement, la Confédération a augmenté ses emprunts de 5 milliards et a réduit son patrimoine financier de 1 milliard. Les besoins de financement restants ont été couverts grâce au niveau élevé des recettes fiscales. Des recettes qui ont été permises aussi grâce à des mesures de soutien ciblées qui ont été validées par ce Parlement. Alors, qu'en est-il de cette dette brute? Elle atteint aujourd'hui 108,6 milliards, donc une augmentation de 5 milliards. Pour comparaison, elle était à 99,4 milliards fin 2018, donc avant la crise, et 96,9 milliards fin 2019. Quant à la dette nette, elle a atteint 76,1 milliards avec une augmentation de 6 milliards. Pour rappel, cette dette nette, elle représente la dette brute moins le patrimoine financier. Vous avez maintenant les informations en main concernant la dette et avant de terminer, je reviens sur le compte d'amortissement. Le niveau du compte d'amortissement indique toujours dans quelle proportion la dette liée à la pandémie doit être réduite. Ce compte d'amortissement, c'est pour rappel les dépenses extraordinaires après la déduction des recettes extraordinaires et il passera de 20,3 milliards fin 2021 à un chiffre compris entre 25 et 30 milliards fin 2022. On a, et vous le savez, une base légale qui nous oblige à le combler. Et c'est tout l'enjeu de la révision de la loi sur les finances et les mesures prises pour combler ce découvert actuellement en discussion au Conseil national, qui doit permettre, sans remettre en cause le dispositif du frein à l'endettement, mais qui doit permettre d'éviter des programmes d'économie ou des hausses d'impôts. Ce qui n'est, au vu de l'actualité, de la situation économique, de l'augmentation des prix,
de mon point de vue, évidemment, pas souhaitable de mettre encore plus de pression sur le contribuable, sur les citoyennes et les citoyens de ce pays. Notre Conseil empoignera ce dossier a priori lors de la session d'automne, soit avant la fin de l'année 2022. Il y a encore beaucoup de chiffres, c'est vrai, c'est autant d'indicateurs sur la santé financière de la Confédération, sur l'état de l'économie, sur la capacité financière des contribuables. On constate aussi l'ampleur des dépenses et on se souvient que la rigueur budgétaire appliquée jusqu'à présent, et notamment depuis l'entrée en vigueur du frein à l'endettement, nous a permis cette réactivité et nous a donné aussi les moyens de s'assurer une reprise comme nous le vivons aujourd'hui. Terminons donc avec le frein à l'endettement. Le frein à l'endettement, cet outil qui vise à éviter que les dépenses puissent être supérieures à long terme par rapport aux recettes, est dans notre viseur. Il est dans notre viseur et il fera l'objet d'une discussion approfondie puisque, comme je l'ai dit, un message relatif à la modification temporaire de la loi sur les finances a été adopté le 18 mars 2022 et qui doit nous permettre de revenir à une certaine normalité, non seulement au niveau de la situation sanitaire, mais aussi au niveau de la situation financière. On doit aussi se souvenir que c'est la disposition d'exception du frein à l'endettement qui a permis à la Confédération de conserver sa capacité d'action et que les règles ont été celles réservées à une situation exceptionnelle. Dans les faits, le frein à l'endettement autorisait un déficit conjoncturel de 1,7 milliard au compte ordinaire et compte tenu de ce traitement extraordinaire des dépenses, le déficit de financement effectif s'est élevé à 1,4 milliard avec une marge de 0,3 milliard qui vient créditer le compte d'amortissement du frein à l'endettement. Sur ce frein à l'endettement, je termine mon rapport et je vous remercie beaucoup pour votre attention et que aussi vous rappelle que les chiffres nous rappellent que la situation n'est pas évidente et